Bienvenue à l'émission Un jour à la fois en compagnie d'Isabelle et son équipe. Bonjour, ici votre animatrice Isabelle. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois qui est dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs, aider les d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Nous recevons aujourd'hui, comme à chaque semaine, un membre de cette fraternité. Notre invité vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience de rétablissement. Vous allez entendre son partage en 4 segments durant notre émission. Alors, aujourd'hui, nous accueillons une jeune femme, je sais pas son âge, mais elle me semble quand même une jeune femme encore pétillante parce que le rétablissement, c'est ce que ça donne. Ça nous donne une belle lumière puis une belle... on sent la vie, on sent la vibration à l'intérieur, puis c'est ce que je sens quand elle est arrivée, Anne-Sophie, tout à l'heure. Tout le temps, des belles personnes, je suis contente de la recevoir. Puis, j'ai hâte d'entendre son message. J'ai jamais entendu son partage, fait que je suis vraiment choyée, comme vous tous, de l'entendre aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je vais lui passer la parole. Alors, à toi, Anne-Sophie. Allô, je m'appelle Anne-Sophie, je suis alcoolique. J'ai 30 ans. T'as 30 ans. Mais j'ai l'air plus jeune que ça. C'est jeune, mais c'est vrai que t'as l'air jeune. Je vais commencer par m'identifier un peu. Je suis née dans une famille des parents aisés financièrement, très aimants, généreux, dévoués. J'ai vraiment manqué de rien quand j'étais petite. J'allais dans des bonnes écoles, j'ai été stimulée. J'ai pas manqué d'amour. Par contre, je dis pas que c'est à cause de ça que je suis alcoolique. Peu importe la raison, là, il y en a dans ma famille, mais c'est peut-être l'élément déclencheur, en tout cas, qui a précipité ma consommation. Je suis née avec une maladie mortelle, incurable, dégénérative. Puis j'ai grandi, j'avais peut-être 6 ans quand j'ai réalisé l'ampleur de cette maladie-là, que j'allais vraiment mourir, puis que ça se guérissait pas, puis que j'étais différente des autres, puis tout. J'avais 6 ans. Puis j'ai grandi avec l'idée, mais en fait c'est plus une obsession que j'allais mourir à 20 ans. C'était ça mon pronostic. Ça a fait en sorte que j'étais jamais capable de me projeter à long terme. Je voyais jamais plus loin que le bout de mon nez. J'étais impulsive. J'avais une énorme urgence de vivre. Je voulais tout faire tout de suite, tout réussir du premier coup. Je voulais rien manquer. Je me mettais énormément de pression pour faire ça. Puis aussi, ça fait en sorte que je me sentais vraiment différente des autres. Mais c'était plus mental parce que, surtout jeune, je veux dire, j'avais pas vraiment de répercussions. C'est une maladie plus pulmonaire, là, mais, je suis un peu plus essoufflée. Dans les cours d'éducation physique, ça paraissait, mais, j'avais quand même l'air normal, surtout quand j'étais enfant, quand la maladie était pas encore hyper présente. Fait que, mais je me sentais surtout différente parce que j'étais obsédée par la mort, par le fait de manquer de temps, comme toutes sortes de peurs puis d'obsessions qui m'habitaient, que les autres avaient pas. Tu sais, mes amis dans le cours d'école, ils jouaient au Roi de la Montagne, à Mario Bros, puis moi je mettais un masque tout le temps, un masque comme de désinvolture, de légèreté pour cacher tout ça. J'avais peur d'être lourde, je me sentais seule là-dedans, puis je voulais être comme eux, je voulais être normale. Fait que je me sentais vraiment comme une extraterrestre tout le temps. Ouais. Puis aussi, je ressentais énormément de culpabilité parce que c'est une maladie, je suis née avec, là, je veux dire, c'est pas de ma faute, c'est génétique, mais j'avais l'impression d'être un fardeau pour mes parents. C'est une maladie excessivement lourde. Je prends plus que 40 pilules par jour. C'est des heures de traitement à tous les jours. Puis l'enjeu, c'est ma vie, c'est ma survie. Fait que, tu sais, j'ai pas le choix, mais en fait, quand j'étais jeune, c'était mes parents qui s'en occupaient. Ils avaient pas le choix de... Comme ça demande énormément de discipline, d'organisation, de coûts. L'assurance couvre pas tout, puis c'est exorbitant ce que ça coûte. De rendez-vous, de suivi, d'inquiétude aussi. Là, ça amène... tu vois tes 2 filles, ma sœur aussi, j'ai une sœur, puis elle aussi en est atteinte.
tu vois tes deux filles pas dormir de la nuit parce qu'on toussait trop, faire des traitements qui font mal, être hospitalisé, des interventions, tu sais, c'était excessivement, en tout cas, peut-être que je veux dire, je suis pas dans leur peau, mais je le voyais, là, que c'était difficile. Puis j'étais témoin des conflits que ça créait parce que ma mère, elle voulait trop protéger notre santé, mon père était plus comme faut qu'ils vivent leur vie, puis bref, tu sais, je voyais comme j'étais témoin de ça, puis dans ma tête, c'était moi la responsable, puis c'était de ma faute, puis je me sentais excessivement coupable, j'avais l'impression d'être un poids, d'être un boulet. Mais eux, ils m'ont jamais fait sentir comme ça venait vraiment de moi, là. Comme j'ai dit au début, ils étaient vraiment, vraiment aimants, présents, comme c'est inimaginable, là. Fait que, en tout cas, c'est comme équipé comme ça que j'ai grandi. Puis, à l'adolescence, je me suis un peu révoltée. J'ai pas mal abandonné tous mes traitements puis mes pilules. J'étais tannée, je voulais être comme tout le monde. C'est tellement lourd, comme ce que ça demande en termes de discipline. Tu sais, moi, passer une nuit chez une amie, j'apportais une valise de médicaments, de pompes, de machines, c'est lourd, là. Puis je me suis tannée, là, évidemment, tu sais, crise d'adolescence, là, mais dans mon cas, c'était assez intense. Puis j'ai aucune demi-mesure dans la vie, là. Je suis sûre que il y a d'autres mondes qui vont s'identifier à ça. C'est pas parce que je suis malade que j'ai ça, mais peut-être que ça a comme exacerbé ce trait-là parce que j'avais pas de temps à perdre, fallait que je fasse tout de suite, puis comme je suis déjà de nature hyper intense, mais je pense que comme le fait d'être malade, d'avoir comme vraiment une épée de Damoclès au-dessus de la tête, ça a décuplé cette intensité-là, là. Fait que bref, c'est ça, je me suis vraiment révoltée à l'adolescence, j'ai tout abandonné, puis il fallait que comme j'ai jamais su trouver l'équilibre entre profiter de la vie, faire le party, vivre mes premières expériences avec mes amis, puis les gars puis tout, puis protéger ma santé, j'ai jamais su trouver l'équilibre. Puis encore aujourd'hui, c'est pas mal un combat quotidien. En tout cas, c'est genre ma quête de trouver l'équilibre, mais dans tous les domaines. Bref, fait que puis aussi, ce qui me poussait à être aussi intense, puis d'avoir aucune demi-mesure, c'est que j'ai grandi à l'hôpital. Ma vie est comme entrecoupée d'hospitalisations qui peuvent durer parfois des mois, puis à l'hôpital, j'étais en vie, je veux dire, je suis pas morte, là, c'est pas avant la mort, mais, tu sais, des fois, ça dure longtemps, puis je suis recluse entre quatre murs, je peux pas sortir, je vis pas, fait que quand je sors, je retrouve la liberté, il faut que j'en profite au maximum, faut que je rattrape le temps perdu, puis faut que j'en profite avant de retourner à l'hôpital. Fait que mes moments de liberté, j'y allais à fond. Puis, en tout cas, fait que c'est ça, puis comme j'ai abandonné la médication, mais de toute façon c'est une maladie dégénérative là, mais mettons que j'ai couru après, mon état a dégénéré hyper rapidement, puis à 19 ans, j'ai été greffée des poumons. Une greffe de poumons, c'est quand même une opération change la paire de poumons là, c'est une opération risquée, longue, complexe, hyper risquée, puis c'était gros là, je l'ai attendu 2 ans cette opération-là avec une padgette qui pouvait sonner à tout moment. C'était énormément de stress. J'allais-tu me rendre à la greffe? J'allais-tu survivre à la greffe? Dans ce temps-là aussi, je vais pas m'attarder trop là-dessus, mais j'en parle tout le temps un peu parce que il y a tellement de filles qui viennent me voir quand je partage après pour me dire qu'elles aussi ont vécu ça, mais ils en parlent moins. Puis pour moi, ça fonctionne exactement comme l'alcool. Là. J'ai eu des gros troubles alimentaires. J'ai été anorexique, mais très sévère. Là. Fait qu'au moment de la greffe, c'est sûr qu'il y avait la maladie, mais qui m'aidait pas à prendre du poids, mais j'étais anorexique. Puis si je me faisais vomir, je montais mon oxygène pour avoir assez de souffle pour me faire vomir. Puis je me suis détruite là-dedans autant que dans l'alcool. Puis les autres consommations, là, la nourriture, ça marche exactement pareil. C'est des obsessions, des compulsions. C'est plus fort que moi. Fait que bref, comme j'étais dans l'autodestruction, je me traitais pas, j'étais pharmacodépendante. L'alcool était pas encore arrivé, mais au moment de ma greffe, j'étais pharmacodépendante depuis des années à cause des hospitalisations et tout. Puis tu sais, j'étais déjà dans l'autodestruction puis dans tous les comportements alcooliques. Puis j'avais l'impression que je méritais pas ces poumons-là. Puis aussi à l'hôpital, j'ai connu beaucoup de personnes qui ont la même maladie que moi puis qui eux sont morts. Fait que tu sais, je voyais que j'étais comme prise d'un syndrome du survivant, que moi je mérite pas mes poumons, puis la culpabilité ne faisait que monter. Je comprenais pas pourquoi moi j'étais en vie parce que j'avais tellement pas l'impression de le mériter, puis ça a juste comme empiré la façon je me comme
mon estime de moi, ben j'en avais déjà pas parce que je me sentais déjà coupable depuis que j'étais née, mais je m'aimais vraiment pas. Comme j'avais une haine de moi, j'avais de la misère à me regarder dans le miroir, puis j'étais incapable d'arrêter de me détruire. Comme tu sais, des promesses d'alcoolique, là. Moi, je me suis dit, mettons, quand mes amis de l'hôpital mouraient, là, j'étais comme, OK, là, j'arrête tout, puis je prends soin de moi. Mais je le tenais jamais, mais à ma greffe, pour moi, c'était avec mes nouveaux poumons, je vais jamais gaspiller ma deuxième chance, puis là, je vais arrêter, puis je vais prendre soin de moi. Mais clairement, j'étais pas capable toute seule, puis... mais je le savais pas, je l'admettais pas, j'essayais à ma méthode, puis j'ai continué de me détruire, puis ça a même été pire. Puis fait que c'est ça, je suis tombée dans un cercle vicieux là d'autodestruction. L'alcool est arrivé, le pot est arrivé, puis ah merci. Hey, je suis je manque de mots, je pense, pour accueillir j'accueille tout ce que tu viens de dire, mais j'ai le manque de mots pour comprendre peut-être tout ce que tu as pu vivre. Ça doit être incroyablement souffrant. Puis tout ton désarroi par rapport à ta maladie. Puis c'est sûr que c'est important que tu en parles. Tu peux pas passer à côté de ça. Ça t'a habité, tu sais, à partir du moment où t'es né. Puis après ça, ben ça transforme ta vie de recevoir des nouveaux poumons. Ben c'est ce qui te fait respirer, puis c'est ce qui va te donner une longévité à ta vie en même temps. Fait que tu peux pas ne pas en parler là, puis la culpabilité que tu as vécue par rapport à ça, puis la culpabilité c'est quelque chose de gros puis de fort puis de destructeur aussi là. C'est pas un sentiment agréable là, c'est pas un sentiment qui nous fait se sentir bien, tu sais. Puis les maladies compulsives puis que tu rejoins à l'alcoolisme. En tout cas, merci parce que ça demande beaucoup d'authenticité puis d'honnêteté d'être capable de partager ça. Puis moi, ben ça me parle beaucoup. C'est quelque chose que je connais pas. Fait que merci d'en parler. Merci beaucoup. Alors, on va tout de suite à la pause puis on vous revient pour retrouver Anne-Sophie. Comme une force de la nature, l'alcool commence à détruire notre monde. Le chaos nous envahit. Nous perdons le contrôle de notre vie. Mais on peut arrêter la tempête. Les alcooliques anonymes peuvent nous aider à traverser la tempête un jour à la fois. Dans les jours sombres, il y a de l'espoir. Il y a les alcooliques anonymes. Si l'alcool est devenu un problème dans votre vie, nous sommes dans l'annuaire téléphonique et sur le site aa.org. Les alcooliques anonymes, nous pouvons aider. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe. Bonjour, j'espère que vous êtes toujours avec nous. Et puis, moi, je suis toujours là, Isabelle au micro, à l'émission Un jour à la fois. Je vais vous lire un court texte de la littérature des AA. J'ai choisi Les réflexions de Bill, le mode de vie des AA. Je suis à la page 119 et ça s'intitule, voilà, Sur la grande route. Je suis maintenant conscient que mes anciens préjugés contre les membres du clergé étaient aveugles et erronés. Ils ont sauvegardé pendant des siècles une foi qui aurait pu disparaître complètement. Ils m'ont indiqué la voie, mais je n'y ai pas porté attention. J'avais tant de préjugés, j'étais tellement centrée sur moi-même. Je n'ai consenti à ouvrir les yeux que parce que je n'avais pas d'autres alternatives. L'homme qui m'a fait entrevoir la vérité était un laïc qui souffrait comme moi. Grâce à lui, j'ai enfin retrouvé la lumière. Sorti de l'abîme et ayant repris pied, je me suis immédiatement rendu compte que je me trouvais sur la grande route et que je n'avais plus qu'à marcher. Quelque chose de ça. Alors, sur ce mot de lumière, on va retrouver Anne-Sophie qui a dû avoir beaucoup d'inspiration, de lumière pour traverser tout ce qu'elle vient de nous conter déjà dans son premier segment avec la maladie des poumons, puis la greffe, puis d'accepter de vivre, mais dans l'autodestruction en ce moment aussi, là, qu'elle nous expliquait, il y avait tout ce facteur-là qui est là, la honte, la culpabilité, tout ça qui l'habite. Donc, je lui laisse la parole pour qu'elle continue à nous raconter ça, comment qu'elle a traversé tout ça. Alors à toi, Anne-Sophie. Bon, fait que c'est ça, là, je viens d'avoir ma greffe, puis bon, comme je disais, je pensais que je le méritais pas du tout, puis c'était un cercle vicieux de culpabilité, haine de moi, autodestruction, consommation. Puis
Puis ça a vite empiré. L'alcool est arrivé, le pot aussi, comme je pense que c'est là-dessus que j'ai terminé tantôt. Avec mes nouveaux poumons, j'ai fumé du pot à tous les jours pendant des années. Puis aussi, en même temps, l'opération s'est super bien passée. J'avais juste 19 ans, fait que mon corps était vraiment en forme, puis je m'en suis remis très très vite. Puis bien, c'était incroyable, tout d'un coup, la santé que j'avais pas mal jamais eu de ma vie. Puis pour moi, ça a été hyper angoissant parce que tout d'un coup, je découvrais une liberté, puis comme je pouvais faire quelque chose de ma vie, ce que j'avais jamais considéré, puis j'ai été comme paralysée j'avais peur de faire le mauvais choix, je savais pas quoi faire, quoi devenir, puis au lieu de me poser des questions, d'essayer des trucs quitte à ce que ce soit pas la bonne chose puis me reprendre après, puis j'étais incapable, puis je suis juste allée plus dans la consommation. Puis en fait, je suis allée en pâtisserie, puis aujourd'hui c'est vraiment une passion, mais je pense que sur le coup c'était beaucoup motivé par les troubles alimentaires, mais j'ai toujours aimé ça là, mais tu sais c'était comme une voie, puis tu sais je me suis pas posé tant de questions dans ma tête, j'avais pas le temps d'aller au cégep puis d'aller à l'université, puis ça c'était un truc qui m'intéressait, fait que je suis allée, mais parce que à cause du manque de temps de faire des vraies études, tu sais. Puis fait bref, j'ai travaillé en restauration. Puis en restauration, le resto où je travaillais, il y a énormément de consommation en restauration là. Puis deux, le resto où je travaillais, c'était que des gars. Toutes les saveurs, c'était des gars. Puis toutes les cuisines, en général en cuisine, c'est plus des hommes là. Moi, j'étais la seule fille ou à peu près. Puis fait qu'il y avait comme moi la pâtissière, puis toute la gang de cuisine, c'était des gars. Puis comme je me valorisais pas du tout, je m'aimais pas. Je suis beaucoup allée chercher ça auprès des hommes à ce moment-là. Encore compulsion, puis tu sais, j'essaie de me centrer sur l'alcool, mais pour moi c'est vraiment tout. Comme je perds la maîtrise de ma vie devant tout. Comme je disais au début, j'ai aucune demi-mesure. Moi, j'ai déjà flambé 8000 pièces en une nuit sur ma carte de crédit parce que j'étais en peine d'amour, puis j'ai arrêté à 8000 parce que c'était la limite de ma carte de crédit. Un moment donné, je voulais un gars, j'étais en couple, il était en couple, puis dans ce temps-là, j'étais dans AA, là, je saute un peu du coq à l'âne, mais c'est pour montrer juste un exemple de comme à quel point j'étais intense, puis j'ai pas de demi-mesure, là, puis que moi, je tout ou rien tout le temps, puis en tout cas, fait lui, c'est un anglophone, puis il cherchait du monde dans Monkey Point, Montreal, Québec, Young People in AA, là, puis il cherchait des francophones, fait que j'ai accepté de m'impliquer juste parce que ce gars-là était là. Puis là, on s'en allait à Nashville faire un congrès où c'était juste des YPAA, là, des Young People in AA, mais de toutes les grandes villes du monde. C'est international. Puis on s'est ramassé 10 000 jeunes à Nashville. Bref, c'était quand même énorme comme congrès. C'était vraiment cool. Mais le gars en question, moi, j'y allais juste pour lui, évidemment. Puis le gars en question, il me dit quelques jours avant de partir qu'il aura pas eu son visa à temps puis il pourra pas y aller, mais qu'il va aller au Japon faire un autre congrès. Puis là, je dis non, j'ai toujours rêvé d'aller au Japon. C'est sûr, je viens avec toi. Puis là, comme je m'immisce, là, j'ai même pas demandé ce qu'il en pensait. Puis, mais je vais quand même à Nashville, mon billet était acheté, mais moi, j'en avais plus rien à chier. Nashville, il était plus là. Puis j'achète mes billets d'avion pour aller au Japon avant que lui-même ait acheté les siens. Puis finalement, je l'ai juste suivi au Japon. Honnêtement, le Japon, à ce moment-là, ça m'avait jamais intéressé comme destination, là. C'était vraiment que pour lui. Puis bref, moi j'étais en couple, lui il était en couple, je l'ai déjà dit, mais c'est n'importe quoi. Là aussi, je me suis déjà mariée à Vegas avec un membre qui avait 2 fois mon âge. Le gars, il avait des agences d'escorte. Pas le genre de gars que je vais présenter à mes parents, là. Mais ouais, comme ça faisait 2 mois qu'on se connaissait, on s'est mariés à Vegas, je l'ai laissé 1 mois plus tard, puis tu sais, je voulais me marier dans la vie, j'ai pas réfléchi, on va se marier à Vegas, puis c'était fini, puis en tout cas. Fait que c'est ça. Bon, je reviens à la restauration. Ouais, c'est ça. Fait que je travaillais dans un resto où c'était juste des hommes, puis fait que comme je me valorisais pas du tout, j'avais pris un peu de poids, j'avais pris des couleurs, j'étais plus branchée sur 1000 machines, tu sais, je pognais beaucoup plus. Puis je me rendais compte que j'attirais les gars, puis je me valorisais dans leur regard beaucoup, puis là-dedans, je me suis pas du tout respectée. Moi, mon but, c'était tellement d'être aimée, d'être la meilleure, de marquer les gens. J'avais tellement besoin de
d'amour parce que moi je m'en donnais pas, puis de valeur parce que moi je m'en donnais pas, que je me suis jamais respectée avec les hommes, puis tu sais, je voulais tellement être la meilleure, la plus cochonne, je voulais qu'ils se souviennent de moi, fait qu'ils faisaient ce qu'ils voulaient avec moi, puis un moment donné, tu sais, c'est même devenu que je faisais des pubs dans des parkings contre de la dope ou des sous, j'ai eu même un sugar daddy, puis tu sais, je me suis ramassée tu sais, ça a porté à des abus, je veux dire, je me suis jamais fait attaquer d'un fond de ruelle, là, comme, mais tellement que je me respectais pas puis que j'attirais ça probablement, tu sais, ça a vraiment tourné à des abus puis des trucs comme vraiment dégueulasses, puis bref, mais tu sais, ça c'est tellement je m'aimais pas, c'est tellement je me détruisais, tellement, pis c'est juste un cercle vicieux, là je voulais oublier ça, fait que je buvais plus, puis bref. Finalement, je suis arrivée dans AA 5 ans après ma grève, je pense, en 2014, par un collègue de travail justement qui travaillait à ce restaurant-là. Puis j'ai adoré AA, j'ai adoré l'accueil. Je voyais du monde, je voyais des comme moi qui avaient souffert, qui avaient des problèmes de consommation, qui s'étaient détruits, qui avaient la même honte, la même culpabilité, qui mettaient tout le temps un masque eux aussi, qui se sentaient différents des autres, qui eux aussi se sentaient comme des extraterrestres. Tu sais, je voyais, même si eux c'était pas apporté par la fibrose kystique, par la maladie, peu importe, comme moi c'est mon vécu puis il est unique, mais je pense que les sentiments qu'on ressent sont souvent les mêmes, peu importe ce qui les a apportés, là, ce qui les a causés. Puis fait que c'est ça, j'ai vraiment aimé ça, puis j'ai fait énormément de meetings, j'ai fait des after meetings, je me suis impliquée. J'avais des amis, j'avais ma gang, puis ça m'a beaucoup aidée. J'étais moins isolée, ça retardait mes consommations le soir parce que je faisais des meetings, des after meetings. Mais j'ai pas embarqué dans le programme des 12 étapes. C'était plus l'aspect social, puis c'est sûr que ça aide, tu sais, ça me faisait un nouveau réseau, j'étais en contact avec le rétablissement. Mais j'ai jamais réussi à trouver une abstinence. Je faisais du meeting de chaise, j'écoutais pas vraiment. C'était beaucoup pour cruiser aussi, là, le nombre de chums ou d'aventures que j'ai eu dans AA. Mais tu sais, je l'entends beaucoup dans des partages, là, au moins les hommes m'ont permis de rester, là. Puis mais j'ai pas trouvé de sobriété. Je changeais de marraine aux 2 semaines parce que je m'aimais tellement pas, je me disais si j'enlève mon masque puis je me dévoile vraiment telle que je suis, c'est impossible que cette personne-là m'aime. Fait que moi vraiment que je trouvais qu'elle me connaissait trop à mon goût, je changeais. Ça me convenait plus tout d'un coup, puis fait que c'est ça, tu sais, j'ai jamais été honnête, comme rigoureusement honnête, ni avec moi ni avec les autres. Puis fait que c'est ça, tu sais, je peux dire quand même qu'il y a une diminution des méfaits, mais tu sais, à un moment donné, j'avais tellement honte de toujours consommer que je prenais des faux jetons d'abstinence tellement j'étais tannée, puis la honte, puis la culpabilité toujours, puis je prenais pas soin de moi, puis je sais plus si je l'ai dit, mais la greffe, c'est pas un remède. Ça améliore la qualité de vie, ça prolonge l'espérance de vie, mais j'ai tout autant de pilules, de médicaments, j'ai encore un pronostic. Une greffe, ça dure en moyenne 8 ans, puis je prenais pas soin de moi, je consommais beaucoup, tu sais, je suis même pas supposée prendre un verre de vin avec les médicaments que je prends, mais tu sais, comme j'ai dit, je mets du pot avec mes nouveaux poumons, fait que évidemment, je me pensais invincible, puis j'avais le thrill de toujours repousser la limite, puis jusqu'où j'allais me rendre, puis je me disais que ça arrivait aux autres, mais pas à moi, mais est arrivé ce qui devait arriver, la maladie est revenue. Excusez-moi. Oui. Je t'écouterais, c'est de valeur qu'on a des pauses. Je sais pas, j'ai l'impression que là même, là, tu t'es dépêché de finir ta phrase, mais sérieusement, c'est tellement intéressant ce que tu nous racontes, puis je te remercie tellement pour ton ouverture d'esprit et puis ta transparence, parce que tu racontes, tu sais, c'est pas tout le monde qui raconte honnêtement ses expériences, même au niveau sexuel ou avec les hommes, que ce soit dans le mouvement ou en dehors, là, même avant. C'est sûr que je pense que t'es pas la seule tu sais, à en vivre, mais c'est juste qu'on en parle pas, tu sais. Puis merci pour ça, parce qu'il y a des gens qui vont s'identifier, des femmes qui vont s'identifier à ça, c'est certain. Puis tu sais, de se voir dans le regard de l'autre, la reconnaissance, le manque d'amour qui nous porte à être tout le temps dans le regard de l'homme ou dans le regard de l'autre, parce qu'il y a des hommes qui vivent la même chose avec des femmes. Non, mon Yvon qui dit non à côté de moi.
Mais oui. Et puis, c'est tout un cheminement. Je suis vraiment contente de t'entendre. Merci Anne-Sophie. Puis, on va tout de suite à la pause. Revenez. Un petit bruit de micro. On est habitué ici, on a ça souvent. Alors, ne t'en fais pas. Alors, on revient tout de suite. Reste avec nous. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois et je suis Isabelle, je suis au micro avec vous et très heureuse toujours de vous parler. Nous avons un site internet pour notre émission de radio. Ce site est unjouralafoi-émission.org. Vous allez y trouver la liste de nos radiodiffuseurs et nos horaires de diffusion exactement. Vous pouvez aussi accéder à Un jour à la fois par le site internet de la région 87 sur aa87.org et vous aurez là tous nos enregistrements. Ils sont sous forme aussi de podcasts. Alors, 2020-2021, on a eu plusieurs enregistrements, bien sûr, puisqu'on en a un par semaine et notre année présente qui est 2022. Vous allez avoir accès à ça sur le site ou en podcast sur toutes les plateformes. Donc, on est partout. Vous pouvez nous choisir sur celles que vous avez l'habitude d'écouter. Et si vous voulez venir partager aussi votre histoire personnelle à l'émission, vous pouvez juste nous écrire. Il y a l'adresse courriel. Alors, vous avez juste à nous nommer que vous voulez venir nous voir, puis on va être super content de vous avoir avec nous. Et puis, on est au 3920 rue Rachel à Montréal. Donc, si vous êtes dans le coin ou vous avez le goût de faire un petit voyage à Montréal, venez-vous-en. Alors, on retourne vers notre amie, notre sœur. On est d'une fraternité, fait qu'on s'appelle souvent comme ça, les sœurs, nos sœurs et nos frères. En tout cas, moi, je la prends comme ma sœur aujourd'hui. Je me sens très touchée par ce qu'elle nous partage. Anne-Sophie a passé au travers quand même une maladie qu'elle porte toujours avec elle, donc qui a atteint ses poumons. Et puis, elle a eu une greffe à l'âge, c'est 19 ans, je pense. Hein? Puis, elle continue quand même pendant le deuxième segment, elle nous racontait aussi qu'elle a comme beaucoup consommé, beaucoup d'autodestruction et consommé dans toutes les sphères de sa vie. Donc, plusieurs dépendances, les hommes, la nourriture, l'alcool, mais aussi des drogues, les médicaments, tout ça. Et puis, elle a aussi fait un cours de pâtissière, donc c'est une pâtissière. Et puis, elle travaille donc en cuisine, entourée d'hommes. Elle aime bien ça, tu sais. Puis aussi dans AA, elle dit qu'il y a une chance qu'ils étaient là peut-être, hein, mais ça fait partie aussi de son histoire. Et puis voilà, je la laisse continuer parce qu'elle a commencé à nous parler aussi de rétablissement parce qu'elle faisait pas les étapes, tout ça. Elle faisait beaucoup du meeting, mais le message commençait quand même à faire sa place en elle parce qu'elle veut pas, même si on fait juste du meeting, ben à un moment donné, on entend des choses quand même puis ça peut changer notre vision de la vie. Alors, elle doit commencer à prendre soin d'elle à un moment donné, je suis sûre. Alors, vas-y ma chère, je t'écoute. Bon, fait que c'est ça, là, j'étais dans les fraternités, puis mais il y a une bonne diminution de mes faits, comme je disais, mais je restais dans l'autodestruction. Puis c'est ça, je disais que la greffe, c'est pas une guérison. Il y a un pronostic aussi, il y a une durée de vie à une greffe. Les poumons vivent en moyenne entre 8 et 10 ans. Puis je prenais pas soin de moi du tout, puis j'ai commencé à être très malade. Peut-être 2 ans après, ou un petit peu plus que 2 ans après que je sois rentrée dans AA, j'ai été hospitalisée pendant 4 mois à l'hôpital Notre-Dame, puis pendant ces 4 mois-là, la pharmacodépendance est revenue, mais vraiment plus forte que jamais. Puis je pouvais pas évidemment me procurer d'alcool ou peu importe, mais je payais soit en nature, soit en argent, des mômes, sa rechute ou des anciens collègues. Puis je m'arrangeais, tu sais, comme on parle beaucoup de volonté déchaînée, là. J'avais une volonté déchaînée à consommer puis à me détruire, puis il y a rien qui pouvait m'en empêcher. Puis aussi, je connais les hôpitaux par cœur, j'ai grandi là, je connais, tu sais, c'est moi qui programme ma pompe, qui arrête mes médicaments, qui me débranche. Je connais tout le monde à l'hôpital, c'est mes amis. J'ai des aventures avec quelques gars d'hôpital. Bref, comme je connais les dessous des hôpitaux. Puis je m'arrangeais aussi pour avoir
toutes sortes de médicaments puis de drogues d'hôpital. Bref. Fait que c'est ça, ces 4 mois-là, ça a vraiment été la déchéance. En plus, j'étais vraiment malade pulmonairement. Puis, j'ai vraiment fait une overdose, là. J'ai perdu contact, j'ai fait une psychose, j'ai perdu contact avec la réalité pendant peut-être 3-4 jours. Puis, une fois, j'étais en dépression respiratoire, j'étais vraiment en train de mourir. Je faisais même pas 6 respirations minutes, je dormais, puis je pense que mon père est allé chercher quelqu'un d'urgence. En tout cas, tu sais, je m'en suis sortie, là, clairement, je vous parle aujourd'hui. Mais c'est juste pour dire à quel point, là, j'étais vraiment rendue au bas fond de ma consommation. Puis quand j'ai eu mon congé d'hôpital, je me faisais même pas confiance pour retourner. Moi, je vivais sur le plateau, sur Saint-Denis, au coin de Laurier, toute seule, à côté de, je sais pas combien d'épiceries, dépanneurs, bars, pubs, restos, tout était comme j'avais accès à tout hyper facilement, puis j'avais peur. J'avais pas d'idée suicidaire, mais j'avais juste peur de consommer jusqu'à ce que je me réveille plus. Puis, fait que j'étais allée chez mon père. Mon père est plus comme en région, éloigné, pour aller au dépanneur le plus près. Faut une auto, puis j'avais pas d'auto. Puis aussi, il y a lui, il y a sa femme, ils ont 2 enfants. Ils étaient adolescents dans ce temps-là. Fait que, tu sais, je me mettais des bâtons dans les roues, puis je pensais comme une espèce de fuite géographique, là, trouver la solution. Encore là, ma méthode, je suis capable toute seule, j'ai pas besoin d'aide. Mais ça a pas marché du tout. Je payais du monde de Montréal. Ça me coûtait juste plus cher parce que je payais leur gaz. Puis leur déplacement, je prenais le taxi pour me rendre à SAQ ou au dépanneur. Puis je m'arrangeais quand même encore là une volonté déchaînée. Puis j'ai pas de demi-mesure là. Quand je veux, je vais tout faire pour l'avoir. Puis comme peu importe là, que je sois en train de mourir quasiment tellement ma santé est devenue mauvaise. Puis finalement, je suis rentrée en thérapie. Puis c'est là que c'est vraiment passé de quoi. J'ai fait une thérapie interne pendant 3 mois. Fait que, c'est déjà, je consommais plus, mes idées se sont clarifiées tranquillement, j'ai retrouvé un peu mon jugement. La première semaine, honnêtement, je me souviens de rien. J'avais une caméra dans ma chambre tellement mon sevrage était dangereux. Je pesais en bas de 80 livres. Je suis pas grande, là, mais c'était quand même très maigre. Bref, puis fait que la thérapie en soi a fait son chemin. Je me souviens d'une fois, j'en parle, je donne souvent cet exemple-là dans mes partages parce que pour moi, il est tellement percutant. On était dans une thérapie de groupe, puis fallait que chaque personne, on se passait un miroir, puis quand le miroir arrivait devant toi, fallait que tu dises quelque chose de positif que tu trouves à ton sujet. Puis en te regardant dans le miroir, en te regardant dans les yeux, puis moi j'étais peut-être au milieu du groupe, puis le miroir se passe, puis j'écoute pas ce que le monde dit, je fais juste me penser, donc qu'est-ce que je vais dire, puis le miroir arrive devant moi, puis là je regarde mon reflet, puis je me mets à pleurer. Dans ma tête là, je trouvais rien à dire. Puis c'était sincère, là. Pour moi, là, le monde aurait été mieux sans moi. J'ai juste apporté de la merde. J'ai été un petit paquet de troubles. Je mérite pas mes poumons. Je mérite pas d'être en vie. Je m'aimais pas. Je ne m'aimais pas. Puis là, la thérapeute, c'était une table longue, puis moi, j'étais comme à l'extrémité, ma thérapeute était à l'autre extrémité. Là, comme elle marche tout le long de la table, puis elle s'assoit face à moi. Puis elle me dit, Anne-Sophie, aujourd'hui, je vais être ton miroir. Mais ça va être la seule fois. Puis là, elle déblatère des qualités, là, elle parle de mon sourire, de la lumière dans mes yeux, de mon courage, de ma résilience, de mon rire, puis je l'écoutais, là, puis je pleurais, puis j'avais de la misère à le recevoir, j'avais de la misère à voir qu'elle parlait de moi, puis en même temps, ça me touchait tellement. Puis fait que elle dit ça, puis elle dit la prochaine fois c'est toi qui va réussir à trouver des choses. Puis tu sais, je suis comme restée sous le choc, je me souviens même pas ce que j'ai répondu, mais c'était tellement venu me chercher. Puis quelques jours après, elle est arrivée avec des petites lunettes roses du Dollarama, puis elle m'a dit maintenant tu vas dehors avec ces lunettes là. Les lunettes sont encore sur ma commode là. En tout cas, c'est ça, la thérapie a fait son chemin, puis je me rendais compte que finalement, tu sais, il y a peut-être une autre avenue pour moi, peut-être que je suis pas juste une marde, que tu sais, je peux peut-être faire quelque chose, il est peut-être pas trop tard. Puis, tu sais, 3 mois de thérapie intensive, ça change quelqu'un quand même là. En tout cas, tu sais, moi j'avais l'ouverture d'esprit quand même là, j'étais prête, je pense que j'étais prête à tout. Avant, j'étais prête à tout pour consommer, mais là on dirait que c'était l'inverse là, ma volonté déchaînée, c'était comme tout d'un coup je voyais comme la vie je voyais le ciel là, tu sais, j'avais comme enlevé le rideau de l'alcool puis de la consommation. Puis mais il y a aussi 2 choses qui sont arrivées là qui ont aidé à ça. Il y a un gars qui est rentré en thérapie évidemment. Mais un gars vraiment
pas le genre de gars que j'avais fréquenté à peu près toute ma vie, sauf exception, là, mais comme genre les gars dont je parlais tantôt, un gars vraiment, il m'acceptait comme j'étais en fait. Il m'acceptait avec ma maladie, il m'acceptait. Moi, j'ai tellement pensé que j'avais rien à offrir à un homme parce que j'avais pas d'avenir à lui offrir, comme aucun gars allait s'engager avec moi, mais lui, il m'acceptait vraiment comme j'étais, puis la façon qu'il me regardait, on dirait que c'est son regard, il voyait quelque chose en moi que moi je voyais pas, puis tu sais c'était vraiment un bon gars, doux, aimant, puis bref ça a aidé aussi. Puis aussi oh merde, ça va, inquiète pas. Puis excusez, puis aussi j'ai eu un rendez-vous à l'hôpital, puis là j'étais revenue sur l'oxygène, j'étais revenue ben malade, puis le médecin il dit je t'en rejet, je sors de 4 mois d'hospitalisation, il dit il y a vraiment rien qu'on peut faire, puis là, il me semble qu'il y a genre 2 et 6 mois à vivre, puis on pourrait peut-être faire une deuxième greffe, mais ça se fait jamais. C'est encore, 2 fois plus risqué, 2 fois plus long, 2 fois plus complexe, 2 fois plus tout que la première. Mais bon, moi, j'avais 25 ans, j'étais encore jeune, fait que j'ai dit, OK, on y va, là, il n'est pas question que là, je suis sobre, je sors de thérapie. J'ai trouvé l'homme de ma vie, comme tout d'un coup, je me rends compte que je veux vivre, je me fais annoncer que je veux mourir, il n'était pas question que j'arrête là. Puis l'espèce de volonté déchaînée, je l'ai mis à survivre. Mais pendant 1 an, ça a été vraiment, j'allais dire l'enfer, mais en même temps, j'ai vécu tellement des beaux moments, mais ça a vraiment été difficile. Je me suis parlé 24 heures sur 24 pour ne pas mourir pendant cette année-là. Ah, c'est comme fort percutant, comme tu disais, comme à raconter. Ouais, je suis tellement touchée parce que tu me dévoiles de toi quelque chose là, quelqu'un qui veut vivre autant, toutes les prises de conscience que tu dois prendre pour avoir envie de vivre là, puis là, on t'annonce que tu vas mourir, pis si ton corps rejette tes poumons, puis tu sais comme tu dis non, il y en est pas question. Ça prend tellement de force. T'es tellement forte. C'est comme incroyable. Puis quand tu dis ça me prend la même volonté déchaînée pour vivre aussi là, dans notre méthode, ça m'a fait penser, tu sais quand tu dis les demi-mesures ne nous ont rien donné. Les demi-mesures ne nous ont jamais rien donné. Toi, t'as donné dans tous les domaines là, mais aussi pour vivre. Tu sais le souffle, respirer. Puis en plus aussi dans l'amour de soi. Et quand tu parles de ça, le miroir là, puis l'amour de soi, oui, effectivement, ça peut pas être plus fort que ça, la manière que tu l'exprimes, parce que souvent on est là à se détester, puis à pas s'aimer, puis à se détruire de toutes sortes de façons. Mais ton exemple, là, il est fort. Puis apprendre à s'aimer, pourquoi c'est si difficile, t'sais? On est comme quand même la plus belle personne sur la terre, puis on doit se donner tout cet amour-là à soi en premier. Fait qu'en tout cas, je te remercie. C'est extrêmement touchant. Fait qu'on va aller à la pause, puis revenez tout de suite avec nous. Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe. Nous sommes de retour à notre émission Un jour à la fois. Alors, toujours Isabelle au micro, je me dépêche de vous aviser que si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des alcooliques anonymes, allez consulter le site officiel des alcooliques anonymes du Québec sur aa-québec.org. Alors, vous allez avoir une foule d'informations sur notre belle fraternité. Entre autres, si tu ressens le besoin de parler, le numéro de la ligne d'aide téléphonique de ta région s'y trouve. Rappel, n'hésite surtout pas. Et puis aussi, toutes les réunions d'alcooliques anonymes, on a des réunions sur Zoom, on a des réunions en personne, donc dans des salles de meeting, partout dans la province. Et puis aussi, au bout du fil, que ça s'appelle, c'est des réunions par téléphone. Alors, c'est comme une réunion, mais tout le monde est sur le téléphone. Donc, si vous n'avez pas Internet, c'est plus compliqué pour vous. N'importe où, n'importe quelle situation, vous
pouvez faire une réunion avec AA. On retrouve Anne-Sophie. Je veux pas prendre la parole parce qu'il reste juste un segment. Souvent, quand on arrive à la fin, là, ça se bouscule un peu. On veut dire plein de choses, puis je veux avoir toute mon attention sur Anne-Sophie. Alors, vas-y, ma chère, je te laisse tout de suite de nous terminer ça en beauté. Merci. Fait que, bon, c'est ça. Pendant un an, où j'ai accepté de prendre la deuxième greffe, là, ça a pris un an avant que je sois greffée, puis ça a été une année vraiment, vraiment difficile. J'ai fait des crises de panique à peu près à tous les jours parce que je manquais d'air, puis je pensais que j'allais mourir. Je devais coordonner mes gorgées d'eau avec ma respiration. Je me suis rasé les cheveux parce que c'est rendu que je me lavais une fois par semaine. J'étais pas capable de faire plus. Là, mon chum est venu vivre avec moi vraiment rapidement parce que j'étais plus autonome, fait qu'il m'aidait. Lui, il essayait de rester abstinent de son côté. Il avait 23 ans, il connaissait pas AA. Il essayait de travailler, de comme refaire sa propre vie. Puis c'était vraiment, vraiment difficile. Puis j'ai fait des crises de panique. Vraiment, l'ambulance a déjà défoncé la porte parce que j'étais rendue inconsciente. J'ai vraiment côtoyé la mort. Puis je me suis vraiment, vraiment, vraiment battue pour vivre. Finalement, je vais accélérer là, mais finalement, j'ai eu ma greffe, clairement, mais ça a été excessivement difficile. C'était tellement rendu in extremis. Et j'ai été dans le coma 1 mois. Ma cage thoracique est restée ouverte 1 semaine parce qu'il y avait trop d'hémorragie. J'ai fait 4 arrêts cardiaques. Je me suis réveillée avec j'ai fini par me réveiller avec une trachéo, là, dans la gorge, je pouvais pas émettre un son. Je pesais 30 kilos, j'étais en prison dans mon corps. J'étais tellement faible, j'avais tellement plus de muscles, j'étais tellement maigre que je pouvais même pas lever mon poignet pour pointer des lettres puis essayer de m'exprimer. J'étais vraiment en prison dans mon corps, c'était l'enfer. J'avais plus que 50 tubes qui me sortaient du corps, là. Puis peut-être 50, j'exagère, là, mais certainement une trentaine. Je suis restée 2 mois sur intensif, bref. Puis je veux pas... mon partage a beaucoup été centré sur ma maladie, mais je dis à quel point je me suis battue comme ça parce que j'ai été 1 mois dans le coma, puis j'ai reçu dans mon sang Propofol, qui est comme une sorte de drogue d'hôpital. Puis quand je me suis réveillée, on dit qu'un verre c'est trop, 1000 c'est pas assez. J'ai rechuté solide. J'avais trouvé l'homme de ma vie. Toute ma vie, j'ai été super bien soutenue puis aimée. J'ai toujours eu des bons amis. Mes parents ont toujours été là. Je l'ai dit au début combien ils étaient présents, aimants, dévoués, généreux. Ils ont toujours été là. Mon chum me faisait jouer de la guitare quand j'étais dans le coma. J'avais l'homme de ma vie. Ça faisait 1 an que j'étais clean. J'ai fait une thérapie de 3 mois. Puis je me suis battue pour survivre. J'ai vu la mort en face, que j'ai fait 4 arrêts cardiaques, là, je suis même morte. Puis malgré ça, c'est tellement fort. Je suis tellement impuissante devant l'alcool puis en fait tout le reste que j'ai rechuté. Puis j'étais à l'hôpital, puis je rechutais là, vraiment solide. J'ai essayé de me sevrer moi-même, j'étais pas capable. J'avais une amie qui m'apportait des drogues plus douces pour que je puisse tolérer le sevrage. Il y a rien qui marchait. Encore là, il a fallu que j'admette mon impuissance, que je suis pas capable toute seule, que j'ai besoin d'aide. Puis je suis retournée en thérapie 2 semaines. Puis là, en sortant de thérapie, je suis revenue dans les AA. Ça faisait un petit bout là que j'en avais pas fait. Puis je me suis trouvée une marraine. Ça fait ma date de sobriété, d'abstinence, c'est le 27 septembre 2018. Depuis ce temps-là, j'ai ma marraine. On a rentré dans les étapes. On s'est rencontrés à toutes les semaines. J'ai pas manqué un rendez-vous. J'étais prête à tout pour me rétablir. Puis je le demande tout le temps aux filles que j'accompagne à travers le gros livre. Est-ce que t'es prête à tout? Puis si c'est non, c'est bien correct. Pour vrai, je te respecte puis je t'aime comme t'es puis je vais être là quand tu vas être prête. Mais faut être prête à tout. Puis fait que moi j'étais prête à tout. Puis j'ai pas manqué une rencontre. Ça a été la priorité numéro 1. Ben évidemment avec ma santé là. Fallait que je me remette d'une deuxième greffe de poumon. Puis fait que c'est ça, j'ai passé à travers toutes les étapes, j'ai confié ma volonté et ma vie à Dieu, ça, je le refais à tous les jours. Puis Dieu pour moi, tu sais, par définition, je pense que, ben ça c'est pas moi qui le dis là, mais je vais partir des trucs de philo, mais par définition, le langage humain puis les concepts humains ne peuvent pas définir tout ce qui appartient au divin. Puis tu sais, à la place de me casser la tête à trouver une signification, une conception à Dieu, moi, comme je me connecte dans moi, puis je le ressens, puis pour moi, c'est l'amour. Puis c'est vraiment juste ça. Puis il se manifeste à travers mon chum, mes parents, mon équipe médicale, le ciel bleu, l'été, ma marraine, les AA. Il se manifeste de toutes sortes de façons, mais pour moi, c'est juste l'amour. Puis quand je prie, je le sens dans moi, puis c'est tout. Puis
comme je me casse pas la tête avec ça parce que je sais que j'en ai besoin. Je sais que pour moi, c'est la méthode qui marche pour que je continue à rester sobre. Fait que c'est ça, j'ai passé à travers mes étapes, j'ai fait ma 9e, ma 4, ma 5, ma 9. Aujourd'hui, depuis mai 2019, depuis que j'ai fini mes étapes, depuis ce temps-là que j'accepte de partager, puis que je partage pas mal, que j'accepte de m'impliquer, de redonner, que je fais le cheminement du gros livre, des étapes avec des filles. J'en ai une qui est dans sa 4 présentement, une autre m'envoie sa 10e à tous les soirs, 2 autres en fait me l'envoient, une elle va moyen, mais tu sais comme je suis là pour elle, puis aujourd'hui je me sens utile, je me valorise, je sais que je sers à de quoi. J'envoie ma 10e à ma marraine à tous les soirs, pour moi c'est non négociable, puis ça crée une relation tellement puissante là. Ma marraine c'est tout de moi, elle me connaît peut-être mieux que mon chum ou que mes propres parents qui m'ont tricoté. Comme est-ce que t'as été égoïste ou malhonnête? Est-ce que t'as eu du ressentiment ou de la peur? Est-ce que t'aurais pu mieux faire quelque chose? Est-ce que t'as pensé à toi toute la journée? Est-ce que t'as cherché à être utile? Toutes les questions de la 10e étape, nomme des gratitudes. C'est quoi ton succès ou ta réussite? Moi, ma liste de gratitudes, là, pour vrai, là, il y en demande 3 dans le gros livre. Moi, j'en mets 30. L'air qui rentre dans mes poumons, ma sobriété, c'est des cadeaux inestimables. Juste voir mon chum hier, il me dit ah c'est beau les bourgeons. Je suis comme yo, ça fait 2 semaines je le mets dans ma liste de gratte les bourgeons à tous les jours. Je trouve ça tellement beau parce que j'ai plus le rideau de l'alcool dans mes yeux, je vois la vie puis je m'émerveille devant la vie. Est-ce que c'est tout le temps facile? Pas du tout. Je braille excessivement souvent. J'en ai souvent mon cash, je suis souvent dépassée. J'aimerais ça que ce soit facile. Des fois, j'ai pas de répit. Je prends encore 40 pilules par jour, des heures de traitement par jour. Je suis diabétique, je fais de l'insuffisance rénale, je fais de l'ostéoporose, je fais de la haute pression, je suis encore alcoolique. J'ai sûrement d'autres trucs de santé que j'ai oubliés, mais peu importe, c'est pas facile. Mais aujourd'hui, j'ai les outils puis les ressources pour accepter ça, apprendre à vivre avec, puis en fait, l'accepter, c'est tout. Puis je les utilise, ces outils puis ces ressources-là. Je sais que toute seule, je suis pas capable. Puis tu sais, moi, ma routine, mettons, à tous les jours, là, je fais ma lecture, ma prière, ma méditation, j'envoie ma 10 à ma marraine. J'ai mes rencontres d'étape, j'accepte de partager, j'ai mon meeting d'attache. Puis tout ça, c'est essentiel pour moi, puis c'est non négociable. L'alcoolisme, là, c'est une maladie qui nous fait croire qu'on n'est pas malade. Puis c'est moins, mettons, concret que la fibrose kystique, par exemple. Parce que c'est une maladie qui nous fait croire qu'on n'est pas malade, puis c'est une maladie plus dans la tête, c'est moins concret, c'est moins tangible. Mais comme si je prends pas mes antirejets, je me donne pas mon insuline, je prends pas mes nébules, je vais mourir. Mais c'est exactement pareil. Si je fais pas ma lecture, ma méditation, ma prière, ma 10e étape, mes amendes honorables, que je fais pas mes meetings, que je redonne pas, que je me descende pas de mon nombril, que je confie pas ma volonté puis ma vie, si je rechute pas, je sais que je vais perdre ma paix puis ma sérénité. Puis ça a pas de prix. C'est sûr que ça me tente pas après mes 2 heures de traitement par jour de faire ma fucking réflexion quotidienne ou d'envoyer mon inventaire à ma marraine, mais je le fais quand même parce que l'enjeu, c'est ma survie puis ma santé mentale. C'est mon bien-être, puis ce serait même égoïste de pas le faire parce que si je perds ma paix puis ma sérénité, je peux plus être utile, je peux plus accomplir la volonté de Dieu, je peux plus apporter ce que j'ai à apporter. Fait que j'apprends vraiment à accepter tout ça, même si c'est pas vraiment facile. Puis je sais que tout ce chaos-là qui m'est arrivé, autant la maladie physique que l'alcoolisme, ça fait de moi qui je suis aujourd'hui. C'est un peu galvaudé puis quétaine, mais c'est vrai, tu sais, comme mettons, je me ferais offrir un remède demain, puis là j'aurais la santé, je pourrais boire un verre comme tout le monde, j'aurais des années devant moi, puis je serais normale. C'est sûr que ce serait tentant, je penserais à 2 secondes, mais je pense même pas que je dirais oui, parce que j'ai tellement grandi, j'ai tellement évolué, j'ai tellement une conception de la vie différente, unique, qui fait de moi un attrait aujourd'hui, qui fait qu'il y a pas une jour, comme parce que j'ai vécu l'enfer à chercher mon souffle comme une bonne pendant des années. Aujourd'hui, ça fait 4 ans que je suis greffée, bientôt, dans 3 semaines.
Aujourd'hui, il y a pas une journée qui passe sans que je capote pas parce que l'air rentre facilement dans mes poumons. Je suis capable de prendre une douche chaude. Je suis capable de faire l'amour. Je suis capable de marcher, de parler sans être essoufflée, de rire. Mais c'est pareil avec l'alcool parce que j'ai été alcoolique puis je suis encore, mais je veux dire, prisonnière de la consommation, à faire des choses que je voulais pas faire, à me manquer de respect, à léser les autres. Aujourd'hui, ma liberté de choix, de choisir ce que je fais, puis ma paix d'esprit, ma paix intérieure, comme mes amis qui sont normales, qui peuvent avoir des enfants, qui s'épanouissent dans leur travail et tout, même s'ils ont l'air d'avoir une belle vie, eux, ils sont pas conscients de ça. Fait que, j'en finirai là-dessus, là, elle m'a fait signe, j'ai déjà dépassé mon temps, merci. On t'aurait écouté encore au moins 1 heure. Vous la voyez peut-être pas, vous, là, mais vous avez sûrement écouté chacun de ces mots, puis je sais que vous avez pu comprendre à quel point cette femme-là veut vivre, tu sais, puis à quel point elle est dans l'amour. Tu sais, elle a dit tantôt l'amour. Wow! Je tiens à remercier tout le monde, nos invités, notre invité, mais aussi Yvon à la console, puis nos auditeurs, l'équipe au complet, les collaborateurs radiodiffuseurs. Ici votre animatrice Isabelle. Merci d'être avec nous, puis à la prochaine. Bonne semaine.